On revient sur des choses plus, j'allais dire, ancrées dans le référentiel, avec 2 risques qu'il vous est demandé déjà d'évaluer, et puis sur lesquels forcément les évaluateurs vont se pencher lorsqu'ils vont venir réaliser cette visite. Donc il y a plusieurs critères qui portent d'une part sur le risque infectieux, et d'autre part sur le risque médicamenteux, ou en tout cas lié au circuit du médicament. Donc on a voulu, dans cette journée, introduire ces 2 temps particuliers, parce qu'on sait que ça peut faire peur. On sait aussi que dans les démarches de certification dans le sanitaire, le circuit du médicament et le risque infectieux, ça reste un sujet parfois de non-conformité ou de difficulté, et qui vaut aux établissements une revisite, donc ce qui n'est pas toujours bien vécu. Donc pour vous aider dans cette compréhension des critères et comment les aborder, on a donc demandé au CEPIAS d'intervenir, et ensuite à l'Omedit et à Madame Hazard, qui est pharmacienne à l'ARS, de nous éclairer sur ces 2 risques-là. J'ai oublié de faire une chose, c'est de remercier, mais vraiment très chaleureusement, le GCSMS de Charente, qui est représenté aujourd'hui par moins 2 personnes. GCSMS qui a produit un tas d'outils autour de l'évaluation, dont certains ont été mentionnés là. Et il y a un peu plus d'1 an, nous étions dans cette même salle, et le GCSMS avait présenté ces outils et avait donné l'autorisation au CK de vous diffuser ces checklists, ces outils d'auto-évaluation, et c'est pas rien. Et notamment cette retranscription des questions, enfin des critères en questions évaluatives lors d'un accompagné traceur, c'est vraiment pas rien. Donc je pense qu'on peut les remercier ici aussi. Voilà. Donc, en direct live, nous avons le CEPIAS en ligne, en la personne de Christophe Gauthier et Rachel Dutrèche. Donc, Christophe Gauthier est praticien hospitalier en hygiène, et Rachel Dutrèche est cadre de santé. Et tous 2 vont vous présenter quels sont concrètement, comment ça peut se traduire, ce risque-là, chez nous, dans nos structures. C'est pas toujours une évidence. En gros, moi, je résume ça en disant, c'est les petites bébêtes qu'on voit ou qu'on voit pas, mais qui peuvent nous générer des soucis. Et là, l'idée, c'est d'essayer de les identifier en amont, pour ceux qui sont formés au risque, comme un risque a priori. On vous passe la parole et vous allez voir la présentation en direct. Bonjour. Donc merci aux organisateurs et notamment l'équipe du CK de nous avoir sollicité pour parler un petit peu de risques infectieux dans le contexte de l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Merci de nous permettre aussi d'intervenir comme ça en distanciel, parce que nous avions des conflits d'agenda aujourd'hui. Le gain que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir 2 intervenants au lieu de 1. Vous allez avoir un binôme, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi en tant que praticien hospitalier, et puis Rachel Dutrèche en tant que cadre de santé, qui est spécialiste, j'ai envie de dire, sur le secteur médico-social, et qui collabore avec le CK sur le volet de prévention de risques infectieux en ESMS. Et tous les 2, nous faisons partie d'une structure donc régionale qui s'appelle le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. On peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Qui est une structure régionale d'appui pour l'ensemble des secteurs, qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux ou soins de ville aussi également, avec différentes missions de surveillance, de déclaration des infections associées aux soins, d'accompagnement des structures dans la gestion de ces épisodes et d'aide à l'investigation, l'animation des réseaux professionnels, la formation, la sensibilisation des professionnels, de la communication, l'élaboration d'outils qui sont disponibles sur notre site internet. Vous avez le lien sur la diapositive. Et puis une mission très directe auprès des établissements d'appui et d'expertise quand ils ont des questions diverses et variées sur le large champ qu'est l'hygiène dans nos structures sanitaires ou médico-sociales. Ça va au-delà de la prévention du risque infectieux, puisqu'il y a un autre volet qu'il faut prendre en compte et déjà anticiper, même en secteur médico-social, c'est la résistance aux anti-infectieux, c'est-à-dire le bon usage des antibiotiques aussi, qui est un volet important et indissociable des mesures d'hygiène. Donc, diapositive suivante. Et voilà, avant de parler de l'évaluation proprement dite, je voulais vous sensibiliser au poids que constituent les infections associées aux soins en secteur médico-social. Malheureusement, nous n'avons des données qu'en secteur d'EHPAD. On n'a pas de données encore dans le secteur du handicap. Et l'étude la plus récente, qui commence à dater, vous le voyez, qui date de 2016, qui est une enquête de prévalence,
avait été réalisé dans un échantillon représentatif d'EHPAD sur le territoire national et montrait que sur 100 résidents qui sont accueillis en structure d'EHPAD, il y en a 3 au niveau national qui vont être concernés par une complication infectieuse. Et je vous ai mis le chiffre néo-aquitain, puisqu'il est plus élevé, il est de 4%, et ça fait de la région Nouvelle-Aquitaine la plus mauvaise région française en soi, aussi bien sur voilà, la prévalence du risque infectieux que sur l'usage des antibiotiques aussi, puisque forcément, s'il y a plus d'infections, on utilise aussi un petit peu plus d'antibiotiques. Alors pour expliquer un petit peu cela, j'ai essayé de reprendre des données, on a essayé de retrouver les données et facteurs de risque qui contribuent à ce que notre région soit peut-être un petit peu moins performante, en tout cas dans ces données de 2016. Et on voit que ce sont des facteurs organisationnels qui émergent. Notamment, on a une présence de médecins coordonnateurs qui est en dessous de la moyenne nationale. Depuis 2016, je ne suis pas sûr que ce critère se soit forcément amélioré. Je pense qu'il est même diminué un petit peu. La présence de correspondants en hygiène formés dans les structures médico-sociales, là aussi, on est très en dessous de la moyenne nationale, donc presque 2 fois inférieur à la moyenne nationale. De même que l'accès à l'expertise en hygiène de proximité avec des équipes proches qui puissent accompagner les structures. Et là encore, on est 2 fois inférieur à la moyenne nationale, largement. Alors, depuis 2016, se sont mis en place des organisations. Vous avez sûrement entendu parler d'équipes mobiles d'hygiène. On couvre pas tout le territoire actuellement. Il y a un gros enjeu dans les années à venir pour déployer ces équipes mobiles sur l'ensemble du territoire et auprès de l'ensemble des structures médico-sociales, pas seulement les EHPAD, mais aussi le secteur du handicap. Donc voilà un petit peu pour nos typicités régionales. Et j'ai appris 2 conclusions de cette enquête qui me semblent importantes, c'est que le risque infectieux, bon voilà, 3 résidents sur 100 sont concernés par une complication infectieuse liée aux soins dans les EHPAD. Ça peut paraître faible comme ça, mais il faut savoir que c'était déjà une des conclusions à l'époque en 2016-2017 quand la méthodologie et les résultats sont parus, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le risque épidémique, parce qu'en risque épidémique, eh bien, ce chiffre de 3 à 4%, il va monter très largement au-dessus des 30%, 40% parfois. Et malheureusement, l'épidémie de Covid que nous avons connue a bien montré que ce risque était extrêmement important, quels que soient les secteurs, pas seulement le secteur des EHPAD. Alors pour ces chiffres, il faut savoir qu'il y a une nouvelle enquête qui va être proposée l'année prochaine, entre mai et juin 2024, pour voir quelle est l'évolution de ces taux d'infection. La particularité, c'est qu'elle ne sera pas réservée aux seules structures EHPAD, puisque les femmes et donc les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées pourront aussi participer à cette enquête où on aura une idée du front infectieux, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir dans une grande partie des structures médico-sociales. Diapositive suivante. Maintenant qu'on a un peu idée de cette réalité du risque infectieux dans les structures médico-sociales, en tout cas dans les EHPAD, on peut revenir effectivement au manuel d'évaluation de la qualité des ESMS, de la HAS, et vous savez, parmi les 42 objectifs, il y a un objectif spécifique sur le risque infectieux, qui enjoint les établissements à définir une stratégie de prévention, à sensibiliser, à former les professionnels aux mesures de prévention. Ce qu'on peut peut-être reprocher, contrairement au secteur sanitaire, c'est que là, on n'est pas face à des critères impératifs, ce sont des critères tout à fait communs. On risque de noyer cette thématique dans l'ensemble des objectifs des structures médico-sociales. Pour autant, vous avez d'autres objectifs associés qui font écho finalement à la prévention du risque infectieux, notamment le chapitre 3.10 sur la gestion des risques, puisque le risque infectieux fait partie de l'ensemble des risques des établissements. Et puis, surtout le chapitre 3.13 qui est sur le signalement des événements indésirables, et les infections associées aux soins font partie de ces événements indésirables avec l'objectif au-delà de la transparence par rapport à la survenue de ces épisodes, l'objectif c'est de pouvoir analyser ces épisodes, identifier les facteurs de risque et probablement aussi travailler sur les mesures qui vont contribuer à ce que ces épidémies soient de moindre importance et surviennent moins fréquemment. Diapositive suivante. Alors, pour vous aider et l'ensemble des structures médico-sociales à remplir cet objectif d'évaluation HAS, j'ai mis ici un document qui est très bien fait, à mon sens, qui émane de nos collègues des Pays de Loire, du CEPIAS Pays de Loire. Vous avez le lien en bas de la diapositive. L'intérêt de ce document, c'est qu'il reprend l'ensemble du chapitre avec des liens
actifs qui nous permettent de retrouver les référentiels, les outils qui permettent de répondre aux attentes de l'évaluation dans ce domaine-là. Et parmi ces biens actifs, vous avez notamment plusieurs fois un lien vers l'outil principal de préparation à l'évaluation, l'outil principal qui permet de faire un état des lieux sur votre politique de prévention du risque infectieux, qui est le DAMRIC. Et là, je vais laisser la place à ma collègue Rachel qui va vous parler de cette partie-là. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Très bien, je n'ai pas crié alors du coup. Donc je vais vous présenter le DAMRIC, qui est le document d'analyse de maîtrise du risque infectieux, qui a été développé en partenariat avec plusieurs CEPIAT, mais aussi le CEPIAT de Bourgogne-Franche-Comté qui a piloté cet outil. Et donc c'est normal de retrouver l'outil sur leur site. Donc je vous ai mis le lien ici. Diapo suivante. Donc cet outil a été, je vous disais, créé autour du CEPIAT Bourgogne-Franche-Comté et avec un groupe pluriprofessionnel qui voulait rénover l'ancien DARI, document d'analyse de risque infectieux, qui voulait le moderniser et surtout lui donner une dimension plus aisée, notamment le fait de le renseigner en ligne. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi le rendre plus gestion des risques, en fait, plus universel, et on pouvait y accéder notamment par une cartographie des risques. Donc ça, c'est pas vraiment dans le domaine des compétences des hygiénistes. C'est pour ça qu'on s'est fait aider par le RECA, qui est l'équivalent du CECA en Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a initié, comme vous l'avez dit un jour, à la gestion des risques et surtout à l'évaluation du risque et de la cartographie des risques. Diapo suivante. Donc, on a créé cet outil qui est en ligne, qui permet une cartographie, mais pas seulement. J'y reviendrai pas, mais il y a aussi une possibilité de faire un audit de système. Alors, c'est pas le plus développé dans l'outil, mais c'est possible d'aller, je dirais, à la rencontre donc, des professionnels via cet outil-là. Et c'est possible donc il y a certains volets qui sont créés, de l'utiliser, même si c'est pas là où on a le plus investi, je dirais, en qualité de nos critères. Et donc cet outil, surtout, on l'a voulu ensuite ouvert pas seulement aux femmes NAS et aux EHPAD comme l'était le DARI précédemment, et diapo suivante. Et c'est pour ça qu'après une discussion avec la HAS qui sortait de son manuel à ce moment-là, on a été juste à retravailler un petit peu les critères et à permettre donc également mon service de soins à domicile, par exemple, sans hébergement, mais aussi à d'autres secteurs donc, qui rentraient aussi bien du handicap que de la personne âgée dans la démarche, de s'évaluer avec cet outil et au moins sur le chapitre 1. Donc, dès l'inscription en fait d'un outil, vous arrivez, vous pouvez inscrire, donc c'est le directeur qui va inscrire, c'est parce que c'est une démarche, je dirais, qu'on fait institutionnelle avec un outil de pilotage, certains autour de la direction, qui va être, je dirais, à l'initiative de la démarche, et ensuite il pourra distribuer des rôles. Il y en a qui pourront valider, d'autres écrire, d'autres mettre uniquement en lecture pour être renseignés des résultats de l'avancée de la démarche. Donc tout ça, je dirais, c'est lisible et puis vous avez, donc vous choisissez votre secteur et c'est en fonction du secteur que vous choisissez que vos critères vous seront proposés. Donc tous les critères ne seront pas renseignés si par exemple vous n'avez pas d'hébergement ou que vous n'êtes pas médicalisé. Donc c'est adapté à votre profil de structure. Diapo suivante. Donc, quand vous allez rentrer dans l'outil, vous avez 8 chapitres, avec un premier chapitre qui est l'organisation et les moyens de la prévention de la maîtrise du risque infectieux, qui est un socle universel, je dirais minimal. C'est vraiment rentrer dans la démarche. Et une fois que vous avez fait ce chapitre-là, je dirais que c'est le socle, vous pouvez vous en contenter. C'est l'équivalent de l'ancien DARI, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est à faire en pluriprofessionnel et qui peut être juste une bonne base pour travailler entre vous. Et les autres chapitres, donc du chapitre 2 au chapitre 8, c'est vraiment du chapitre plus, en fait. Si vous voulez, par exemple, travailler sur votre gestion d'événements infectieux à potentiel épidémique, avec la partie médicale de votre établissement, vous allez peut-être faire le chapitre 8. Et là, vous allez donc évaluer également avec une cartographie. Si vous voulez parfaire votre circuit du linge
il rentre un petit peu dans la démarche RABC, vous allez peut-être partir sur chapitre 5. Si vous voulez impliquer votre partie animation et vie sociale, vous allez faire le chapitre 7. Mais de façon, je dirais, autonome, totalement indépendante des autres. Diapo suivant. Donc le chapitre 1, qui est le chapitre socle, il y a, lorsqu'on a tous les critères à remplir, 84 critères et 8 thématiques. Diapo suivante, je vais vous faire voir. Donc, vous avez donc ces critères et chaque fois vous avez un petit point d'interrogation d'écrit, donc vous passez votre souris dessus et vous avez l'attendu. Et donc, chapitre 1, c'est très binaire. Vous l'avez pas, c'est un oui-non qui se renseigne. Diapo suivante. Et ensuite, vous avez, au bout du chapitre, vos résultats qui s'affichent avec un niveau de maîtrise affiché en rouge, en vert, en orangé ou en plus ou moins obscur. Et il est un petit peu normal d'avoir des résultats en rouge parce qu'on ne peut pas être bon, performant. Je dirais que c'est presque inquiétant d'avoir 98% à tous les critères au niveau de maîtrise parce qu'il y a quand même une petite marge de manœuvre et puis des critères, notamment les indicateurs, qui sont tout à fait nouveaux dans la stratégie nationale. Donc on n'est pas tous prêts à faire cela. Diapo suivante. Et vous avez donc systématiquement un plan d'action qui est automatisé et que vous pouvez renseigner. Donc vous avez la partie recommandée, la partie réglementaire. Et lorsque vous avez mené l'action, vous cliquez sur action réalisée et ça vous affiche votre score et votre plan d'action. Vous pouvez faire un export de ce plan d'action au fur et à mesure, en PDF ou en Excel. Diapo suivante. Et puis ensuite, donc, une fois que vous avez fait ce chapitre 1, je dirais qu'il est l'essentiel qui est la base de tout. Si jamais vous souhaitez, vous pouvez aller plus loin sur le chapitre 2 à 8 en faisant une cartographie des risques. Donc là, vous êtes guidé petit à petit sur la fréquence, la gravité, et ça vous calcule automatiquement votre niveau de maîtrise. Diapo suivante. Donc vous aurez, pareil, vous avez un de fréquence et de gravité. Vous avez un petit point d'interrogation gris qui sera juste en dessous de fréquence et gravité. Et vous pourrez donc voir quels sont les critères aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Là, c'est le chapitre soins, donc c'est sur la réalisation des survenues d'infections urinaires. Vous pouvez mettre que vous n'êtes pas concerné dans votre structure éventuellement, mais si vous avez eu des infections urinaires, vous pourrez mettre, par exemple, si c'est à survenue, fréquence et survenue, que le phénomène est fréquent ou pas. Diapo suivante. Donc là, je vous ai mis un exergue comment le calcul de criticité se faisait dans l'outil, quels critères quelle échelle on avait utilisé donc en 5 niveaux. Et vous avez aussi bien du qualitatif que du quantitatif qui rentre en compte pour la fréquence et la ressemblance. Et pour la gravité également, vous avez le préjudice donc, qui est exprimé. Diapo suivante. Et même chose donc, pour les chapitres 2 à 8, donc qui permettent la cartographie. Donc là, vous avez un niveau de maîtrise, une criticité qui s'est exprimée en pourcentage ou en colorimétrie. Et vous avez également la même chose donc, à faire avec un plan d'action automatisé que vous pouvez renseigner au fur et à mesure et vous pouvez exporter les résultats au fur et à mesure en Excel ou en PDF pour alimenter votre fiche d'action. Diapo suivante. Donc concrètement, planifier, je dirais, le remplissage de ce premier chapitre en équipe professionnelle, c'est vraiment le bon point de départ. Ne pas se mettre en tête de finir l'outil de chapitre, jusqu'au chapitre 8 pour l'année prochaine et lorsque vous aurez votre évaluation. Le plus important, c'est de se poser et de poser le cadre de socle, notamment ce chapitre 1. Et ensuite, selon vos besoins, vous allez, je dirais, picorer en sous-groupe du chapitre 2 au chapitre 8. Et ça vous permettra de faire votre cartographie. En tout cas, vous serez autonome pour tout cela, suivant votre profil avec des critères adaptés. Diapo suivante. Donc, en conclusion, ce DAMRI, c'est une démarche qui permet de s'évaluer, de cartographier ses risques dans le champ du risque infectieux, d'avoir un plan d'action hiérarchisant aussi en fonction de votre niveau de maîtrise par critère. Et c'est un véritable outil de pilotage, mais aussi qui permet de communiquer et d'impliquer l'ensemble des professionnels acteurs sur le terrain. Diapo suivante. Vous trouvez également sur la page du DAMRI une petite boîte à outils
notamment donc, le manuel d'évaluation que vous commencez à connaître par cœur, mais aussi la stratégie nationale 2022-2025, dont sont issus beaucoup d'indicateurs à l'attention des EHPAD et autres établissements médico-sociaux. Et vous avez également un lien vers les fiches pratiques sur le site du REPIAS, préventionprotection.fr, qui est notre base documentaire, et les fiches pratiques. Donc, si jamais il venait à vous manquer une procédure, une fiche, vous avez tout cela qui est actualisé au fur et à mesure par les CPIAS. Diapo suivante. Et je laisse la parole à Christophe Gauthier. Oui, merci. Alors, pour conclure, juste une dernière diapositive pour poser peut-être un petit peu les enjeux, les perspectives en termes de prévention du risque infectieux pour les ESMS. Une des premières questions qu'on peut avoir, c'est la capacité de l'ensemble de vos structures à pouvoir mettre en œuvre une politique de prévention du risque infectieux et de maîtrise de l'antibiorésistance. J'insiste sur les deux volets. Parce que contrairement aux établissements de santé, vous avez une organisation réglementaire avec notamment une équipe d'hygiène qui doit être identifiée dans les structures. C'est absolument pas le cas dans le secteur médico-social. Et il y a plusieurs cas qui se présentent. Vous avez des structures ESMS qui vont être adossées à des établissements sanitaires et qui vont pouvoir bénéficier des lumières et de l'aide de l'équipe opérationnelle d'hygiène de la structure sanitaire. Donc ça, c'est un point positif. Et c'est pas une structure. Vous avez des structures privées qui fonctionnent en groupe avec des équipes aussi qui peuvent être communes sur la gestion des risques, sur la prévention du risque infectieux. Donc ça peut permettre d'avancer un peu plus rapidement sur ce sujet-là. Mais la plupart des structures sont malgré tout isolées et ça pose la question des ressources internes pour pouvoir à la fois conduire de damnerie, certes, mais aussi pouvoir piloter une politique de prévention adaptée à la structure concernée. Donc, il y a des équipes qui peuvent aider ces structures-là, les équipes mobiles d'hygiène, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le CPIAS aussi, qui est une structure qui est aidante, mais ces structures ne peuvent pas se substituer aux prérogatives de l'établissement, et nous sommes là pour vous accompagner, vous aider, mais on ne peut pas assurer la mise en œuvre au quotidien de l'ensemble des mesures attendues concernant ce domaine-là. Donc, dans les enjeux organisationnels à mettre en œuvre pour avoir une politique de prévention efficiente, il y a d'abord une première chose, c'est effectivement être certain et s'assurer que la prévention du risque infectieux fait partie des objectifs prioritaires de la structure. Et j'espère que l'épidémie Covid a eu au moins cette vertu, c'est de contribuer à sensibiliser les structures médico-sociales au risque que constitue le risque infectieux dans nos structures. Pouvoir identifier un référent hygiène formé dans tous les établissements et structures sociales et médico-sociales. Bien sûr, renseigner les damneries, comme l'a expliqué Rachel, pour partir du bon pied, j'ai envie de dire, et puis se fixer des objectifs adaptés à la typicité de nos structures. Et puis, il y a un dernier objectif qui est peut-être un peu plus régional, c'est de pouvoir développer cet appui par les équipes mobiles, aussi bien les équipes mutuelles que les équipes mobiles d'antibiothérapie, avoir une couverture plus importante à l'échelon de notre région. Voilà, dernière diapo. On souhaitait vous remercier. On reste à votre disposition pour échanger si vous avez certaines questions. Je vous invite aussi à aller vers le site du CPIAS Nouvelle-Aquitaine, vous inscrire à la newsletter qui paraît tous les mois et ne pas hésiter à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci pour tous ces apports, ces informations. J'ai vu que plusieurs peut-être en train de prendre des notes. Et je trouve qu'à titre personnel, le DAMRI est un outil, certes, qui a été fait par une équipe, mais c'est un bel exemple d'outil du coup national qui profite à tout le monde, voilà, sur des sujets relativement techniques où effectivement on ne peut pas avoir l'expert dans chaque structure. Ça paraît bien naturel. Encore un grand merci au CPIAS d'être intervenu, même si c'était en distanciel, vous étiez avec nous quand même, et de façon très, très pointue et toujours très technique. Merci beaucoup, à bientôt sans doute. Voilà.